La vidéo qui suit est un résumé d'une publication qui s'appelle Théorie qualitative de la monnaie. Et cette publication se pose la question suivante: quelle monnaie pour quel modèle de société? En effet, les principales civilisations ont eu chacune une monnaie, évidemment, mais surtout une façon de gérer la monnaie. Et cette façon de gérer la monnaie reflète les préoccupations des dirigeants de cette société. La société que nous sommes de fait en train de quitter, elle est gérée avec une monnaie qui s'appelle la monnaie dette et qui a permis de développer l'ère industrielle avec les bienfaits dont on peut se féliciter, en particulier en termes de progrès euh, techniques, technologiques et puis civilisationnels. Mais on se doutait bien qu'elle ne serait pas éternelle parce qu'en particulier, elle repose sur une croyance qui n'est vraisemblablement pas crédible. Cette croyance, c'est l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini. Alors effectivement, à partir de maintenant, on commence à voir que la planète est en souffrance et que les hommes sont en tension. Alors, les grands argentiers nous disent, effectivement, c'est quand même tout à fait dommage, mais vous allez vous adapter, vous allez rééquiper vos maisons, par exemple avec des pompes à chaleur, puis vous allez revoir votre garde-robe, et puis tout ira bien. Et cette façon d'énoncer le problème pose une interrogation parce qu'elle donne l'impression que c'est la classe moyenne qui va devoir gérer cette situation, mais sans rien changer fondamentalement dans le système. Donc, la croissance infinie est toujours à l'ordre du jour. Eh bien, il y a d'autres paramètres qui font que les choses sont obligées de changer. Alors, le changement de civilisation que nous vivons, il est multifactoriel et dans la publication, on en examine quelques critères de changement. Ici, on va simplifier encore un petit peu. Mais le premier, le plus visible, c'est la remise en cause du dollar en tant que monnaie de chef de file de toutes les autres devises à travers le monde. Ça fait un moment que cette remise en cause est évoquée, hein. Il y a un ensemble de pays qui se sont appelés les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui, depuis plusieurs années, commencent à essayer de voir comment on peut sortir de l'hégémonie du dollar. Et là, ces derniers temps, les choses s'accélèrent un petit peu parce que les BRICS euh, font équipe, en quelque sorte, avec les pays producteurs de pétrole. Donc, le pétrodollar est très mis en danger. Alors, du coup, avec cette déstabilisation, on voit s'accélérer un processus qui était déjà engagé avec les bitcoins, des nations qui essayent de faire des monnaies numériques, mais ces monnaies, alors on voit apparaître l'euro, l'yuan, etc. Mais ces monnaies, quand vous regardez comment elles sont organisées, ce sont des monnaies guerrières qui sont conçues pour faire face aux guerres hybrides, mais elles ne profitent pas de l'entrée du numérique dans leur fonctionnement pour essayer de faire advenir les bonnes opportunités que nous présentent ces mutations sociétales que nous sommes en train de vivre. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir si justement on pouvait profiter de cette numérisation pour soutenir l'entrée vers un monde qui correspond davantage aux aspirations des générations montantes. Alors, évidemment, ce qui est en cause, c'est la fin de l'ère industrielle. L'ère industrielle, c'est une histoire en trois temps. Dans un premier temps, il y a l'économie de l'offre qui s'installe. Tout d'un coup, la population découvre qu'on est capable de fabriquer des chaussures, des médicaments et des crayons à papier en grande quantité. Et donc, cette découverte suscite une demande très forte.
Et donc les industriels mettent sur le marché le plus vite possible, le plus de produits possible. C'est le règne de l'économie de la demande. Et puis petit à petit, les ménages sont équipés, ils deviennent plus exigeants et donc les industriels doivent développer des trésors d'ingéniosité, mais aussi de persuasion pour proposer des innovations qui vont inciter les consommateurs soit à se rééquiper, soit à consommer toujours plus. Cette économie de l'offre, c'est celle que nous avons quittée en arrivant à l'entrée du XXIe siècle. En tous les cas, pour ce qui concerne l'Occident et l'Europe en particulier. Et puis voilà que maintenant, nous rentrons dans une nouvelle économie qui s'appelle l'économie de la rationalisation, et qui correspond à l'idée suivante, c'est qu'on voudrait pouvoir consommer et produire moins mais mieux. Alors, cette idée de produire et consommer moins mais mieux, elle a une incidence sur l'indicateur qui sert à piloter l'économie et donc qui oriente les capacités d'investissement. Cet indicateur, il est très critiqué depuis déjà plusieurs années, c'est le produit intérieur brut. Et si on rationalise, eh bien forcément, la croissance euh, diminue. Or, les pays qui sont dans les BRICS et ceux qui les rejoignent sont soit dans l'époque de l'économie de la demande, soit l'économie de l'offre, c'est-à-dire ils bénéficient de croissance qui correspondent à celles que nous avons connues et beaucoup aimées euh, jusqu'aux Trente Glorieuses et puis je dirais jusque vers la fin du XXe siècle. Mais il y a peut-être un petit peu plus grave, c'est que ces pays qui produisent à grande échelle sont capables d'inonder nos marchés comme nous avions en notre temps inondé leurs marchés parce que nous produisions avec des grandes économies d'échelle. Alors, quoi qu'il en soit, notre volonté de rationaliser, elle a plusieurs raisons d'être. Une raison d'être anthropologique parce que c'est le sens global de l'évolution. Hein, c'est pas que les hommes qui font des innovations et après les rationalisent, c'est ce qu'on appelle les processus de simplexité. Mais pour ce qui concerne notre stratégie industrielle, eh bien, nous savons faire cette rationalisation. On appelle ça l'économie circulaire et on sait le faire avec des robots et des données. Sauf que les robots et les données grignotent en priorité les tâches qui sont habituellement allouées à la classe moyenne. Donc, la classe moyenne étant moins occupée, elle a tendance à s'effondrer. Or, une civilisation qui laisse s'effondrer sa classe moyenne est une civilisation qui rentre en perdition. Et parmi les modifications qui sont visibles pour le moment, il y en a une qui est le chômage. Dans notre système social, le chômage est conçu comme étant un accident de parcours. Donc, tôt ou tard, certaines personnes perdent leur emploi et il va falloir qu'elles en retrouvent. Or, en fait, dans le monde très numérisé que nous sommes en train d'installer, les hommes sont soumis à des pressions qui font qu'il faut qu'ils soient très vifs, très réactifs et surtout au sommet de leur connaissance du domaine dans lequel ils interviennent. Et donc, les carrières se déroulent avec, en alternance, des périodes d'activité et des périodes de ressourcement. Or, nous, notre manière de traiter le chômage ne correspond pas du tout à cette façon de faire. Donc, les gens qui se retrouvent au chômage, d'abord, ils sont plus nombreux, ils ont plus d'épisodes de chômage et le système ne les traite pas comme le système en a besoin. Et donc, ils sont confrontés à des injonctions contradictoires qui font que, dans certains cas, ils deviennent agressifs, dans d'autres cas, ils s'effondrent, soit psychiquement, soit physiquement, mais dans tous les cas de figure, la communauté empathie. Or, les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui se ressourcent en permanence. Donc,
il va falloir gérer le problème. Et puis, en marketing, il y a une règle qui dit que quand un besoin est satisfait, la demande se reporte automatiquement vers un besoin d'un niveau supérieur. Or là, cette fois-ci, on tombe sur quelque chose de complètement nouveau, c'est que les demandes d'un niveau supérieur, elles concernent une autre forme d'économie. L'économie, nous connaissons l'économie productive, hein, qui est celle qui permet de satisfaire les besoins primaires du plus grand nombre. C'est d'ailleurs la seule forme d'économie que nous prenions en considération et pour lequel les individus sont incités à s'impliquer et ils reçoivent des revenus en récompense. Or là, les générations qui arrivent sont lasses du consumérisme, elles cherchent des plaisirs plus durables et elles se rendent compte que quand elles donnent du temps, de la créativité, de l'énergie à la communauté de façon à améliorer le vivre ensemble, elles se rendent compte qu'elles reçoivent de la gratitude. Malheureusement, elles ne reçoivent pas de récompense pécuniaire et donc elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles aimeraient faire. Or, en fait, on se rend compte que le système productif va avoir de plus en plus besoin d'un espace contributif qui permette justement de favoriser l'éclosion des talents, l'échange et la régénération permanente des savoirs, et puis l'implication des citoyens dans la vie de la cité. Donc, on se retrouve donc avec deux formes d'économie. L'économie productive, qui est historiquement agraire et artisanale, auquel on a ajouté l'ère industrielle, et puis tout récemment l'économie de l'immatériel, évidemment avec un État qui essaye de faire en sorte que tout ceci soit géré et prospère. Et donc, on voit apparaître une économie contributive qui, elle, devient un espace à part, qui fait en sorte que les individus qui sont de moins en moins occupés par l'espace productif vont pouvoir s'occuper de façon beaucoup plus approfondie dans la vie de la famille, puisque c'est là que se passe tout le système de transmission de génération en génération, et c'est là que on peut faire éclore des belles personnes au mieux de leur talent et de leur capacité à rentrer dans les mécanismes d'intelligence collective. Et puis, il y a tout ce qui concerne la culture, le savoir, la connaissance, l'innovation, les découvertes, etc., etc. Et puis, il y a aussi la démocratie, mais pas la démocratie que nous connaissons aujourd'hui. Là, ce qui est évoqué ici, c'est une forme de démocratie dans laquelle les citoyens ont du temps pour se former, s'informer, se concerter, prendre des décisions, mettre en œuvre leurs décisions, suivre le déroulé de la mise en œuvre de leurs décisions et transmettre ce qu'ils ont fait aux générations suivantes. Et ça, ils le font auprès d'institutions qui n'ont plus pour mission de faire, mais de permettre aux citoyens de faire, donc qui sont des institutions facilitatrices. Et puis, bien entendu, il y a des aspects de spiritualité, parce qu'une civilisation qui n'a pas une dimension spirituelle est une civilisation qui ne trouvera pas sa propre cohésion. Et dans les activités contributives, il y a une famille qui s'appelle les activités empathiques et qui a pour objectif de résoudre les conflits sanitaires, juridiques et environnementaux. Alors, on se retrouve bien avec une économie qui est duale, sauf que les créations de valeur dans ces deux économies sont différentes. Dans l'économie productive, tout a une métrique, mais la création de valeur dépérit avec le temps ou à l'usage. Dans l'économie contributive, c'est l'inverse. Rien n'a de métrique et la création de valeur se bonifie en principe à l'usage et avec le temps. Malheureusement, nul n'est capable de dire à quelle échéance, avec quelle amplitude va avoir lieu cette bonification.
Alors, si réellement nous avons besoin de cette économie duale, qui semble a priori assez difficile à faire cohabiter et pourtant indispensable. Dans le vivant, euh, les systèmes tiennent leur équilibre parce qu'ils ont toujours des opposés complémentaires. Si vous regardez le fonctionnement de votre biceps et de votre triceps, c'est parce qu'ils sont opposés complémentaires que vous pouvez maîtriser la façon dont vous pliez le bras et que vous le dépliez. Donc, si les monnaies deviennent numériques, on peut imaginer qu'elles deviennent dédoublables avec une monnaie productive et une monnaie contributive. Alors, on peut tenter le coup. Voilà à quoi cette hypothèse pourrait ressembler. Actuellement, si vous regardez comment fonctionne la monnaie dette, la monnaie qui est introduite dans le système monétaire arrive dans les activités productives, avec toutes sortes d'inconvénients. Hein, un qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même aussi très préoccupant, hein, c'est que ce système fait qu'il y a concentration de pouvoir et concentration de richesse. Alors, on dit, on va tenter le contraire. Le contraire, ça veut dire certes, j'ai besoin de préserver mon espace productif, mais mon espace productif, pour qu'il soit totalement efficient, il faut il soit adossé à un patrimoine humain de très haut niveau, de grande qualité. Alors cette fois-ci, je vais injecter l'argent en passant par le système contributif. Ce qui revient à dire, je vais donner un revenu décent, je vais assurer un revenu décent à tous les citoyens en âge de contribuer dans la vie sociale et économique, c'est-à-dire dans l'espace contributif et ou dans l'espace productif. Alors, comme nous sommes en Europe, qui est une zone très fortement marquée par la culture des religions du livre. Habituellement, on dit donner un revenu sans contrepartie, c'est pas très moral, c'est même carrément dangereux. Eh bien, là, on ne donne pas ce revenu sans, contre rien du tout. Ce revenu, il est versé dans le cadre d'un engagement réciproque entre la communauté et les individus. Et cet engagement, il dit la chose suivante. Je vous fais confiance pour que vous vous impliquiez dans la vie de la communauté, sous des formes qui ne vous sont pas imposées, mais sous des formes que vous pouvez choisir et faire prospérer. Et cette implication est la contrepartie du revenu que je vous garantis, mais vous pourrez aussi, si vous allez plus loin, y obtenir des bonus qui permettront de dépasser le revenu décent, on va dire. Et puis, vous pouvez aussi vous impliquer dans l'espace productif. On n'y voit absolument pas d'inconvénient, même au contraire. Il faut que tout se fasse. Alors, ce revenu, il est versé avec une technologie blockchain sous forme de petites enveloppes. Chaque enveloppe correspond à un type de dépense que tout individu a besoin d'assurer. Par exemple, un minimum de vêtements, évidemment de la nourriture, mais les besoins primaires, hein, la résidence, que les Américains appellent les utilities, hein, les fluides, l'eau, l'électricité, l'Internet, etc. Et le revenu, il est versé tous les mois. Mais cette monnaie est fondante et si à la fin du mois, on n'a pas dépensé toutes les sommes qui étaient allouées, eh bien, on va rassembler toutes ces sommes et on va les mettre dans une enveloppe qui s'appelle les dons. Et les dons, d'ailleurs, elle les garnie dès le départ. Et c'est avec ces dons que vous allez pouvoir remercier les personnes ou les institutions dont vous avez pu apprécier l'engagement et que vous voulez encourager. Et c'est comme ça que les individus récupèrent des bonus. Et donc,
les citoyens, quand ils vont à la caisse, ils vont pouvoir payer soit en monnaie productive, soit en monnaie contributive, suivant les options qu'ils ont pris et ce qu'ils ont déjà dépensé. Euh, les tickets de caisse ne sont pas du tout mémorisés, sauf que au moment du paiement, il y a quand même un contrôle pour que certaines dérives n'aient pas lieu. Par exemple, il n'est pas possible à un individu de dépenser l'intégralité de son enveloppe alimentation en alcool. Alors, la difficulté, c'est de mettre en synergie ces deux formes de monnaie qui, malgré tout, bien que complémentaires, doivent s'équilibrer. Un budget, c'est toujours des ressources et des emplois. Donc, on produit, donc ça crée de la richesse. Cette richesse, elle est répartie de façon à ce que tous les acteurs qui ont contribué à cette production puissent en profiter. Donc, le système monétaire, comme on a dit tout à l'heure, il ne rentre plus du côté de la production, mais du côté des revenus des citoyens. Et avec ces revenus, les citoyens font des courses et donc font tourner la machine économique. Et puis cette machine économique, on peut imaginer qu'elle va être enrichie avec les devises parce que les produits que nous fabriquons sont vraiment très intelligents, très agréables, très recyclables et plein d'autres avantages encore. Donc on peut imaginer qu'on se tourne vers une balance extérieure positive. Et puis, tous ces revenus vont permettre de faire rentrer des taxes pour l'État et avec ces taxes, il va faire tourner ces fameuses institutions qui permettent aux citoyens de s'engager. Mais il y a un autre aspect qui joue un rôle très important. C'est les banques qui se retrouvent un peu spoliées dans leurs travaux traditionnels, vont devoir se spécialiser dans l'aide aux entreprises et aux citoyens pour faire en sorte que l'épargne réelle soit investie dans l'économie réelle, puisque actuellement, comme vous le savez, c'est pas tout à fait le cas, et c'est justement ces mécanismes qui apportent toutes les dérives qui font les crises que l'on a à déplorer à intervalles de temps réguliers. Donc, on privilégie d'abord l'investissement réel qui est basé sur une épargne réelle et grâce à un travail qui est assuré par les banques que nous avons aujourd'hui. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Il faut faire face à une crise ou à une innovation technologique majeure ou d'autres événements de différentes natures. Alors, on peut faire rentrer de l'argent en supplément, en quelque sorte, en utilisant les mécanismes qui existent actuellement, qui passent sous contrôle de la Banque centrale européenne, mais en y introduisant beaucoup plus de démocratie que ce qui existe actuellement. Alors, pourquoi il faut se pencher rapidement et très profondément sur ces questions-là, c'est que l'espace numérique, qui joue un rôle très important dans cette mutation, est en train de se fragmenter en trois parties. Il y a la pensée américaine, qui est la pensée historique, hein, qui consiste à dire les États doivent faire leur travail d'État, hein, toutes les fonctions régaliennes, on ne les met pas en cause. Par contre, tout ce qui concerne le numérique, c'est-à-dire entre autres la monnaie, c'est des interventions à caractère de très haute technologie. Ce n'est pas à un État de faire ça, il faut que ce soit fait par des entreprises privées. Et nous sommes très, très puissants dans ce domaine-là, donc on va faire en sorte que ces outils soient faits pour la planète entière. Et ce sera beaucoup mieux parce que tout sera uniforme et on pourra gérer l'ensemble. Et donc, c'est une stratégie qui consiste à développer des entreprises supranationales qui se positionnent au-dessus des États. Et cette approche pose de gros problèmes parce que dans la nature,
Si on veut poursuivre notre évolution, il nous faut de la diversité. La diversité est indispensable. Si on est géré par un système qui uniformise tout, tout, toute cette capacité d'évolution va être entravée. Et puis, il y a des risques hégémoniques très importants et qui ne sont pas supportables par les individus. De l'autre côté, il y a le modèle chinois qui est basé sur la pensée confucéenne. Et la pensée confucéenne, elle dit que les intérêts des individus passent après les intérêts de la communauté. Et donc, à ce titre-là, on surveille les individus et on les recale quand ils dépassent un petit peu des limites qui pourraient nuire à l'intérêt collectif. C'est ce qui légitime le système de notation sociale qui, nous, Européens, nous fait frémir. Parce que nous sommes des stoïciens très attachés à notre notion de droit et de devoir, et des humanistes, c'est-à-dire que on veut toujours plus de liberté, mais on a parfaitement conscience et on reconnaît que plus de liberté nécessite plus d'engagement vis-à-vis de la communauté. Et donc, c'est plutôt ce système qui nous conviendrait. Mais encore faudrait-il qu'on se mette à le définir d'une façon beaucoup plus précise et puis qu'on fasse des essais d'implémentation. Alors, voilà pourquoi ce document s'appelle Théorie qualitative de la monnaie. C'est parce que pour la première fois, la monnaie est différenciée en fonction des formes de création de valeur auxquelles elle s'adresse. C'est une proposition qui est faite pour être débattue et essayer d'aller le plus vite possible vers la solution qui nous permettra de tenir compte de ce que les Romains appelaient un esprit saint dans un corps saint. Je vous remercie.